C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié, vous l'avez compris, à Anacredit. Êtes-vous prêts pour Anacredit, une échéance qui arrive à grands pas, on verra ça avec nos consultants. Nous avons décidé chez Altares, en effet, de prendre la parole à plusieurs reprises sur Anacredit. Nous l'avons fait de manière présentielle au mois d'avril, au mois de mars, en collaboration notamment avec la Banque de France. Plusieurs responsables de la compliance étaient présents. Et nous avons décidé, à partir sur ce mois de mai et puis de juin, de prendre la parole à distance, sur un format beaucoup plus court, pour évoquer avec vous l'ensemble des enjeux qui sont aujourd'hui présents autour d'Anacredit. Quelques axes, quelques informations au niveau logistique. Vous pouvez bien sûr poser vos questions via le chat. Si vous avez des soucis également d'audition, de visualisation, etc., posez vos questions via le chat. On a un de nos techniciens qui est avec nous. On essaiera de pallier ceci pendant le webinaire. Normalement, il y a pas de souci. Je le disais, Altares travaille déjà sur Anacredit, puisque 200 établissements bancaires aujourd'hui nous font confiance sur l'ensemble de leur data management, spécifiquement sur Anacredit. Et puis, il faut le noter en introduction que les 5 plus grosses banques et assurances majeures du monde travaillent avec nous sur ce sujet. Voilà pourquoi on peut prendre la parole aisément. Alors, nous sommes présents aujourd'hui avec plusieurs personnes qui vont aborder ce sujet. Marion, que je salue. Marion est d'une de nos expertes sur le sujet Anacredit. On a une équipe qui est totalement dédiée au niveau avant-vente sur ce sujet. C'est important puisque on le voit, en plus de nos équipes commerciales, eh bien, ce qui est important, c'est d'avoir le support, le conseil de nos avant-ventes. Alors, tant en mise en place d'Anacredit chez vous, Marion va l'évoquer précisément, mais aussi en conseil, en process et bien sûr en explication de ce règlement. Merci également à Damien qui est avec nous, qui gère toute la partie logistique, c'est important. Voilà, on t'a vu. Merci. Voilà, on perd pas de temps. On va passer avec toi, Marion, sur Anacredit, un sujet passionnant sur les enjeux et le détail de ce règlement. Merci Laurent. Bonjour à tous, bienvenue. Je vous propose de découvrir ensemble le déroulé de la séance. Voici l'agenda que nous vous proposons. Donc, dans un premier temps, une présentation assez succincte de la réglementation Anacredit. Qui sont les assujettis, qu'est-ce que Anacredit, quelles sont les sanctions encourues et quel est le planning de la réglementation Anacredit. Nous ferons ensuite un focus sur les enjeux visés par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales dans le cadre de cette réglementation. Et enfin, nous vous présenterons la manière dont Altares peut vous accompagner sur ce sujet. Anacredit en bref, donc je vais vous présenter vraiment de manière assez succincte les grandes lignes de ce règlement afin que nous ayons tous le même niveau de connaissance. Anacredit, donc qu'est-ce que c'est? Anacredit est un règlement de la Banque centrale européenne qui date du 18 mai 2016. C'est relatif à la collecte des données de crédit de manière granulaire et les risques de crédit. C'est en application depuis le 31 décembre 2017. Donc, les établissements de crédit sont tous concernés à l'intérieur de la zone euro. Les établissements de crédit de la zone euro, mais également leurs succursales à l'étranger et les succursales implantées dans la zone euro. Tous ces établissements de crédit sont tenus de déclarer mensuellement à la Banque centrale nationale, donc pour nous la Banque de France, les données relatives aux prêts qu'ils consentent à leur contrepartie. Un peu plus de 100 données, analytiques sur les prêts sont attendues dans le cadre des reporting. Le calendrier Anacredit. Donc, il faut savoir que chaque pays de la zone euro a son propre calendrier sur la réglementation Anacredit. Par exemple, l'Allemagne a déjà commencé à collecter les premiers reportings depuis le mois de mars dernier. En ce qui concerne la France, les dates à retenir sont les suivantes. Donc d'abord juin 2018, donc très prochainement, les établissements de crédit assujettis pourront commencer à déposer sur le portail de la Banque de France leur premier slide reporting. Donc l'intérêt ici, c'est de valider les développements que vous aurez réalisés et de s'assurer de la conformité des reportings que vous transmettrez. Septembre 2018, donc la date importante, et plus précisément le 30 septembre 2018,
c'est la date officielle de début de collecte des reportings Anacrédit. Les établissements de crédit auront entre le 1er et le 15 octobre 2018 pour déposer sur le portail OneGate les reportings attendus. Enfin, mars 2019, ce n'est qu'en mars 2019 que la Banque de France commencera à transmettre les reportings que vous aurez transmis dès le 15 octobre à la Banque Centrale Européenne. Donc ce délai de 6 mois n'est en aucun cas un délai de mise en œuvre de la réglementation Anacrédit, c'est plutôt un délai qui va permettre aux établissements français assujettis à la réglementation Anacrédit de se conformer et de s'assurer que les reportings transmis sont conformes. Anacrédit, les impacts. Donc, qui sont les entreprises assujetties à Anacrédit? Donc, on l'a dit, ce sont tous les établissements de crédit résidents ou les succursales à l'étranger qui sont habilités par l'ACPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est des listes qui sont disponibles sur le site de l'ACPR. Dans un premier temps, donc, seuls les établissements de crédit qui réalisent des crédits auprès d'entités juridiques sont concernés. À l'avenir, potentiellement, d'autres institutions de dépôt pourront être incorporées dans les établissements assujettis. Il y a un seuil déclaratif qui a été défini par l'article 5 du règlement Anacrédit. Toutes les lignes de crédit consenties à des débiteurs, qui pour un même débiteur représente plus de 25 000 euros, doivent être reportées. Donc, si vous avez consenti un prêt en plusieurs fois, 6 lignes, pour un montant qui atteint au minimum 25 000 euros, vous devrez déclarer les 6 lignes de crédit accordées. Qui sont les assujettis à Anacrédit? Donc, pour définir la population assujettie à Anacrédit, la Banque de France s'est basée sur la liste des établissements de crédit habilités par la CPR, comme on l'a dit un petit peu plus tôt. Les établissements de crédit assujettis ont reçu de la part de la Direction générale des statistiques de la Banque de France, dès le 13 mars 2007 par courrier nominatif, un courrier. Vous en avez peut-être entendu parler, mais certains établissements de crédit peuvent faire l'objet d'une dérogation. Cette dérogation est accordée par la Banque de France. Les entreprises concernées par cette dérogation ont reçu un courrier nominatif également le 14 février 2017. Quelles sont les sanctions prévues dans le cadre du règlement Anacrédit? Donc là, ce sont les sanctions définies dans le cadre du règlement européen. Il y a 4 types de sanctions pour le moment qui sont prévues. Il y a une première sanction qui correspond à une pénalité de 10 000 euros par jour de retard dans le cas où les reportings ne seraient pas déposés entre le 1 et le 15 de chaque mois. Il y a une pénalité de 200 000 euros dans 2 événements. Le premier, ce serait une erreur dans les reportings transmis ou une incomplétude des reportings transmis. Donc, on ne respecte pas les attentes de la BCE et de la BCM dans le cadre du format et du contenu des données attendues. Et le deuxième cas possible, c'est un obstacle à la vérification. Donc, dans le cas où la Banque de France ou la BCE veut s'assurer de la véracité des éléments que vous avez transmis, vous faites obstacle à cette vérification. Et enfin, le dernier point, ce serait éventuellement un support des coûts de procédure si une procédure de vérification est ouverte. Anacrédit, une ambition commune à l'eurosystème. Donc là, on va essayer de voir quels sont les objectifs visés par la Banque de France et la Banque Centrale Européenne dans le cadre de la mise en place de Anacrédit. Les bénéfices à la hauteur des enjeux. Jusqu'à présent, les reportings, les statistiques qui sont disponibles à l'échelle européenne sont des données plutôt d'ordre agrégé qui vont permettre de faire des comparaisons entre des États, mais toujours à un niveau macroéconomique. C'est de ce constat en fait que sont nés les travaux de la BCE en collaboration avec les banques centrales nationales dès 2011, donc c'est un sujet qui n'est pas nouveau, dans le but de constituer une plateforme de données plutôt granulaire, sans précédent évidemment à l'échelle européenne, qui va contenir l'ensemble des informations liées au risque de crédit. Donc l'idée, c'est de constituer une base de données harmonisée, détaillée, pour répondre à plusieurs des missions des enjeux de la Banque Centrale Européenne, et notamment la prise de décision dans le cadre de la politique monétaire, la stabilité financière et probablement à moyen et long terme à des fins macro-prudentielles. Ces données qui sont attendues, comme vous le savez, sont très nombreuses.
Et cela s'explique par le fait que la BCE et les BCM ont préféré demander aux assujettis dès le démarrage un maximum d'informations pour ne pas ensuite revenir vers vous et vous demander des développements supplémentaires si jamais des besoins en reporting survenaient. Donc, vous le savez peut-être, Anacrédit est un règlement européen de la Banque centrale européenne. Cependant, la Banque centrale européenne a laissé un peu de latitude aux banques centrales nationales dans le cadre de l'application du règlement. Donc, pour nous, la Banque de France a stipulé lors du petit déjeuner Anacrédit que nous avons organisé il y a quelques semaines 2 sujets sur lesquels ils avaient fait preuve de souplesse par rapport à d'autres États membres de la zone euro. Donc, il y a une souplesse dans la mise en œuvre technique et une souplesse dans le planning. Donc, sur la partie mise en œuvre technique, il est à noter que la Banque de France a choisi d'utiliser le portail OneGate pour récupérer les reportings que vous devrez déclarer. Ce portail OneGate est un portail qui collecte déjà aujourd'hui d'autres reportings que les banques connaissent bien. Donc, c'est une seule interface, il n'y a pas de développement supplémentaire à régler sur cette partie-là. Ça va permettre une centralisation des données. Ensuite, la Banque centrale française, donc la Banque de France, a travaillé avec les banques centrales nationales des autres États membres de la zone euro, notamment pour prendre en compte le fait que certaines succursales devront déclarer à la fois leur reporting sur leur banque centrale nationale, mais également auprès de la Banque centrale nationale de leur maison mère. Du coup, pour faciliter le travail de ces succursales, il y a eu un accord, il y a eu une latitude qui a été accordée sur les formats attendus. Deuxième point, donc c'était sur la partie planning, sur le démarrage. On l'a dit un petit peu plus tôt, la Banque de France a prévu dans son article 19 de transmettre les reportings que vous aurez transmis vous uniquement à partir de mars 2019 pour permettre de réaliser tous les ajustements nécessaires si jamais les reportings transmis n'étaient pas parfaits dès le démarrage. Juste attention, cette latitude sur la partie planning ne veut pas dire que les sanctions ne pourraient pas tomber dès le mois d'octobre 2018. La Banque de France a également eu l'attitude d'accorder une dérogation à certains établissements de crédit. Donc, au tout début, si on prend la liste de l'ACPR, la Banque de France avait identifié environ 415 établissements qui pouvaient être assujettis à Anacrédit. Sur ces 415 établissements, 220 ont pu être identifiés comme pouvant bénéficier d'une dérogation. Donc, si on calcule, à la fin, on a un peu moins de 200 entreprises qui seront réellement assujetties à Anacrédit et qui ont reçu un courrier en mars dernier. Il faut quand même avoir en tête que cette dérogation, elle ne peut être déjà accordée que par la Banque de France. Il n'est en aucun cas nécessaire d'aller faire une demande de dérogation. Cette dérogation, elle est provisoire, elle est temporaire. Elle pourra être revue potentiellement chaque année par la Banque de France sur la base de vos bilans de N-1. Et enfin, cette dérogation, elle est difficile à calculer, donc ne vous lancez pas dans des tentatives de calcul pour savoir si vous pourriez faire l'objet d'une dérogation. En effet, ce calcul il est basé sur l'ensemble des encours de crédit qui peuvent être accordés à l'échelle nationale versus les encours de crédit que vous pouvez accorder parmi les entreprises qui font l'objet d'une dérogation. Et pour les entreprises qui font l'objet d'une dérogation, ça ne doit pas atteindre 2% de l'ensemble des encours de crédit au niveau national. Et au niveau national, on a aujourd'hui un peu plus de 5 300 milliards d'encours de crédit ouverts. Et malheureusement, vous ne connaissez pas les encours de crédit qui sont accordés par les autres établissements de crédit, donc il vous est impossible de faire ce calcul de votre côté. Quel est l'objectif majeur visé par la Banque centrale européenne et la Banque de France dans le cadre du règlement Anacrédit? C'est bien entendu l'identification des contreparties. C'est vraiment le point crucial. Savoir à qui vous avez prêté de l'argent, qui sont les emprunteurs. Pour information, l'article 11 du règlement Anacrédit prévoit une rétrocession des informations, c'est-à-dire vous, en tant qu'établissement déclarant, vous pourriez récupérer en retour la liste des débiteurs qui sont également débiteurs dans d'autres établissements de crédit en France, mais également au sein de la zone euro. Qu'est-ce qu'une contrepartie au sens Anacrédit? Donc, au sens Anacrédit, une contrepartie, c'est vraiment toutes les entités légales, quelle que soit leur forme juridique, et quel que soit le rôle opéré au sein de votre référentiel tiers.
Donc voilà, vraiment des créanciers, des débiteurs, des sociétés mères, tout. On comprend ici que la table 1 du référentiel Anacrédit attendu, qui concerne les contreparties et donc clés, c'est à partir de cette table que toutes les autres tables pourront être réalisées, avec la clé de voûte de l'identifiant de la contrepartie. Donc, les identifiants des contreparties sont encadrés par la Banque de France notamment. Donc, il y a 3 identifiants minimum qui sont attendus. Un premier identifiant qui va être l'identifiant interne, mais également 2 identifiants qui doivent être reconnus. L'identifiant interne de la contrepartie n'est en aucun cas imposé par la Banque de France. C'est vraiment votre identifiant interne, celui qui va vous permettre de faire le lien avec votre référentiel tiers. Donc, ça peut être un identifiant interne, mais vous pouvez également renseigner un identifiant national ou un LEI, peu importe. La seule contrainte, c'est que cet identifiant doit être unique par contrepartie et surtout, il ne doit pas varier dans le temps. Ensuite, les identifiants reconnus, on en a 2 possibles. Il y a l'identifiant national et il y a le LEI. Si je prends l'identifiant national, la Banque de France a défini une liste des identifiants nationaux acceptés pour le périmètre France. Donc, les identifiants acceptés sont les suivants, le SIREN, le CIB, le RNA et le code BIC ou SWIFT. Ouais, c'est une liste qui est figée, qui est officielle, qui a été publiée, elle n'est pas amenée à changer. C'est pas forcément le cas pour les entreprises présentes dans les autres pays de la zone euro. Donc, en France, on a entre guillemets la chance de pouvoir accéder à des codes SIREN. Cette information, elle est publique, elle est gratuite, on peut les récupérer auprès de l'INSEE. C'est pas forcément le cas pour les entreprises présentes dans le reste de l'Europe et encore moins dans le reste du monde. Enfin, le LEI. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le LEI. Le LEI, c'est un identifiant qui est obligatoire depuis janvier 2018. Ça permet d'identifier de manière unique les émetteurs d'instruments financiers et les destinataires de ces instruments financiers. On va revenir un peu plus précisément sur le LEI plus tard. Pour information, lors de notre petit déjeuner il y a quelques semaines, la Banque de France a précisé qu'une note spécialement sur les informations d'identification de contrepartie est en cours de rédaction. Donc ça devrait être publié prochainement sur le site de la Banque de France, qui sera surveillé. Marion, merci pour cet éclairage très complet. Alors, concrètement, comment tout ça se met en place avec Altares? Quelles données doit envoyer? Qu'est-ce que nous renvoyons? Quelles sont les différentes analyses de data que nous opérons pour que les établissements financiers puissent, bien, tu l'as dit tout à l'heure, respecter l'échéance de fin 2018 liée à Anacrédit. Alors, effectivement, les établissements de crédit assujettis doivent se conformer aux attendus de la Banque centrale européenne, mais également aux attendus qui ont été spécifiés par la Banque de France. Donc, les documents disponibles à ce sujet sont parfois très complexes, ils sont également très complets. Et ils sont disponibles sur le site de la Banque de France. Il y a 2 templates qui sont attendus. Le template 1 pourrait se décomposer en 2 parties. Il y a la première partie, la table 1 qui concerne les contreparties, et les tables 2, 3, 4 et 5 qui vont concerner plutôt les instruments. Et ensuite, il y a le template 2. Donc, si je prends les tables 7 et 8, elles concernent les protections, et les tables 9 et 10 vont concerner plutôt les risques de défaut des contreparties. Juste un petit rappel, la table 6 du template 2 qui concerne les données comptables ne doit faire l'objet d'un reporting uniquement trimestriel et non pas mensuel comme les autres. Donc, les solutions développées par Altares concernent uniquement la table 1 du template 1, c'est-à-dire les informations sur les contreparties. Donc, Altares, Dun & Bradstreet travaille depuis plusieurs mois maintenant sur une solution fichier qui pourrait répondre à vos enjeux Anacrédit. Donc, il faut savoir que les complexités apportées par ce règlement Anacrédit résident dans deux grosses parties, c'est-à-dire le fait de devoir recourir à des collectes locales pour récupérer les informations qui vont concerner vos contreparties, parce que même si les entreprises assujetties ne sont présentes que en France, voire dans la zone euro, vos contreparties peuvent être, elles, présentes partout dans le monde.
Donc, les informations doivent être collectées localement pour s'assurer de la fiabilité de la donnée collectée. Mais également la complexité du formalisme attendu et imposé par la Banque centrale européenne et la Banque de France. Vous devez respecter un certain formalisme, certaines informations, où il va falloir gérer parfois des tables de correspondance. Donc il y a eu tout un travail de collecte, évidemment, de mapping et de normalisation qui a été réalisé par Alteryx Dun & Bradstreet pour pouvoir répondre à ces besoins. Non, je vais faire un petit focus quand même sur les données sur lesquelles on a eu le plus de mal, entre guillemets, à collecter les informations et à s'assurer de leur véracité. Il y a d'abord le LEI. Donc le LEI, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais là je vais revenir un peu plus en détail. Donc le LEI, il est disponible aujourd'hui auprès du GLEF. Seulement, il y a des contraintes à avoir en tête. Les LEI déposés auprès du GLEF sont seulement déclaratifs. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont déclarés par les personnes assujetties à cette réglementation. Donc, ça peut faire l'objet d'erreurs parfois, soit dans l'orthographe de la contrepartie, soit dans les identifiants de LEI qui sont renseignés. Ouais, il y a vraiment un risque d'erreur. De plus, le LEI a une durée de vie temporaire. Il ne peut être accordé que pour 1 an. Donc, ça nous oblige en fait à mettre à jour de manière constante ces informations pour s'assurer que le LEI renseigné sur une contrepartie est toujours valable. Donc nous, côté Alteryx, on a développé des outils qui vont permettre d'aller récupérer ces LEI auprès du GLEF de manière automatique, de les mettre à jour quotidiennement, mais également de s'assurer de la véracité en comparant cette information avec d'autres outils dont nous disposons. Ensuite, l'identifiant national. Donc, a priori, on peut dire que l'identifiant national est une information assez facile à collecter. On la récupère généralement au moment de l'entrée en relation. C'est une information dont vous pouvez disposer. Cependant, on peut se heurter à 3 difficultés principales. Le fait qu'au cours de la relation avec cette entreprise fait l'objet d'un changement important. Par exemple, suite à une fusion, son identifiant national serait amené à changer. Et si vous ne maintenez pas à jour votre référentiel en collectant cette information périodiquement, l'identifiant national collecté au début n'est plus valable X mois après. Il y a également le cas où l'information qui a été communiquée au moment de l'entrée en relation ne correspond pas aux identifiants acceptés par la Banque de France et la BCE. Comme vous le savez, la Banque de France et la BCE imposent un certain type d'identifiant national. Et si les identifiants collectés au moment de l'entrée en relation ne correspondent pas à ces identifiants, ils ne pourront pas être acceptés. Il y a également le cas où vous travaillez avec des entreprises étrangères. Et là, pareil, il faut pouvoir être capable de raccrocher un identifiant transmis au moment de l'entrée en relation avec le type de cet identifiant. Et on peut aussi ajouter le fait que les informations collectées au moment de l'entrée en relation concernent la contrepartie avec laquelle vous travaillez. En revanche, vous ne collectez pas forcément les informations sur les sociétés mères directes et les sociétés mères ultimes de ces contreparties. Et le reporting à crédit impose de communiquer ces éléments. Je vais ensuite parler forme juridique, procédure collective. C'est également des informations qui peuvent être difficiles à collecter ou en tout cas à maintenir. Ça doit absolument faire l'objet de collecte locale pour s'assurer de la fraîcheur des données. Et je vais terminer ma partie sur le processus, la manière dont Alteryx va traiter les fichiers Anacrédit. Donc, dans un premier temps, Alteryx réceptionne les fichiers de la part des établissements de crédit assujettis. Dans un premier temps, nous procédons à un matching. Donc, on ajoute un numéro DUNS qui est un identifiant unique international reconnu par la Banque de France et par la BCE. Ça permet de nous assurer que la contrepartie sur laquelle nous avons travaillé est bien la contrepartie réelle pour ne pas vous renvoyer des informations qui ne correspondraient pas à la contrepartie. Nous procédons à des diagnostics de base, notamment pour mettre à jour et corriger les données qui auraient été transmises par nos clients, notamment sur la partie LEI. L'étape suivante est évidemment l'enrichissement. Donc, Alteryx enrichit les attributs Anacrédit sur la contrepartie elle-même, mais aussi sur les sociétés mères immédiates et les sociétés mères ultimes, puisque c'est ce qui est imposé par le règlement européen. Le fichier client est mis sous suivi. Donc, ça nous permet de collecter mensuellement les différentes mises à jour qui auraient pu avoir lieu
sur vos contreparties. Voilà, effectivement, la Banque de France et la Banque centrale européenne requièrent de récupérer chaque mois la moindre mise à jour qui aurait été opérée. Et voilà. Très bien, merci Marion pour tous ces renseignements. Alors rapidement, on va regarder comment Altares agit et permet justement de disposer de ces informations. Vous l'avez entendu, Marion a évoqué des données, des informations qui sont difficilement identifiables. Bien, notre pari, notre enjeu chez Altares, c'est de pouvoir vous transmettre ces informations clairement, simplement, régulièrement. On l'a vu, vous devez opérer mensuellement dans le cas d'Anacrédit. Et aujourd'hui, on a une très forte expérience dans ce domaine-là. Vous le voyez, d'abord, Altares, le groupe Dun & Bradstreet, qui nous permet de disposer de 30 000 sources d'informations mondiales permettant d'embrasser un peu plus d'ailleurs de 280 millions d'entreprises donc dans le monde, avec des données qui vont servir pour notamment Anacrédit, bien sûr tout ce qui est données des entreprises. Altares France, c'est 118 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous sommes un peu plus de 400 personnes. Nous avons 20 000 clients aujourd'hui, il faut le savoir. 90% des grands comptes aujourd'hui sont aujourd'hui clients chez Altares. Et sur le secteur bancaire, je le disais en introduction, quasiment 200 établissements travaillent avec nous sur Anacrédit, mais sur l'ensemble de la conformité, puisque Anacrédit est un pan important, cela dit, vous avez vu les enjeux, vous avez vu les risques ici, les risques financiers, donc un pan important sur la conformité, et notamment sur Anacrédit. Un point important, c'est que la collecte de données, c'est un métier, ce n'est pas simplement du transfert de fichiers Excel, vous le voyez, c'est collecter et puis enquêter. Nous faisons des enquêtes locales, physiques, sur certaines entreprises, dans certaines régions. Nous la vérifions, cette information, on va voir notre procédure. Et puis, chose importante, nous l'analysons, nous l'enrichissons, puis nous la modélisons pour que vous puissiez vous en disposer de manière, j'allais dire simplement, de manière fluide, dans le cadre notamment d'Anacrédit. Plusieurs sources de données sont présentes, vous voyez à l'écran, il y en a pas mal, chambre de commerce, les journaux d'annonces légales, bien sûr tous les partenariats, tous les acteurs Dun & Bradstreet dans le monde qui font le même métier qu'Altares au quotidien et qui vont enrichir l'information. Marion en parlait tout à l'heure sur le LEI, mais bien sûr sur les identifiants, les bénéficiaires effectifs, tous les liens capitalistiques sont bien sûr identifiés, remontés. Et ça, pour que vous puissiez vous avoir cette première partie liée à Anacrédit la plus précise possible. Chose importante chez Altares, c'est que Dun & Bradstreet demande à l'ensemble de ses partenaires d'avoir un processus de vérification, d'analyse, de précision de la donnée. C'est important cette étape puisque collecter de la donnée, c'est peut-être relativement facile. L'analyser, la vérifier, c'est un autre métier. C'est ce que nous faisons. Vous voyez à l'écran notre gouvernance de data, qui va jusqu'à, par exemple, des audits externes, la revue manuellement, nous vérifions l'information avec l'ensemble de nos équipes à travers le monde. Et enfin, au-delà d'Anacrédit, la data, vous le savez, est une information majeure, une data à jour, c'est un business plus fluide, et on sait que sur le secteur des banques et assurances, d'ici quelques années, j'ai un chiffre que je partage souvent avec vous, c'est 50% de l'interactivité avec les clients se fera à distance, en ligne, ouverture de compte, demande de crédit, etc. On l'a dit tout à l'heure dans Anacrédit. C'est-à-dire que l'information qui est dans votre système d'information doit être la plus précise possible, la plus juste possible pour pouvoir accorder ou pas les crédits, mais surtout pour pouvoir répondre aux exigences d'Anacrédit. Voilà, on en a terminé. Juste une chose, sachez que Altares sera présent bien sûr à la conférence Les défis de la compliance, tout un sujet très intéressant. Défis et enjeux, parce qu'on voit qu'il y a un axe intéressant au niveau de l'enjeu sur la mise en place des compliance dans le secteur banque et assurance et dans d'autres secteurs. On sera présent avec une belle table ronde en fin de matinée. Et on a une question. Monsieur Wolf, on a une question. Alors, c'est une question que vous avez écrite au tout début de l'intervention de Marion, donc on la prend en compte. Je vais la lire à tout le monde.
semble-t-il, Marion, tu as dit que l'ACPR publiait la liste des établissements assujettis. Une question de M. Wolf. Si on peut juste y répondre, c'est une question. Alors, merci pour votre question. En fait, pour être précise, la Banque de France, pour définir la liste des établissements de crédit assujettis, s'est basée sur la liste des établissements de crédit habilités par la CPR. Donc, effectivement, auprès de la CPR, vous pouvez obtenir la liste des établissements de crédit habilités. Cependant, ça ne veut pas dire que l'ensemble des établissements de crédit habilités sont également assujettis à la réglementation Anacrédit, à la liste d'établissements identifiés par la Banque de France. En principe, la Banque de France vous a confirmé que tous les établissements de crédit assujettis avaient reçu un courrier nominatif, donc en mars dernier. Donc, a priori, si vous avez reçu un courrier, vous êtes assujettif. Si vous n'avez pas reçu de courrier, vous n'êtes pas forcément assujettif. Et les établissements de crédit qui ne sont finalement pas forcément assujettis, qui font l'objet de dérogation, ont également reçu un courrier. Donc, si vous n'avez reçu ni l'un ni l'autre, vous ne devriez pas être assujetti à Anacrédit. Voilà. Et en plus, pour le moment, seuls vraiment les établissements de crédit ont été identifiés. Voilà, par exemple, je prends l'exemple d'un Carrefour qui accorde la possibilité de paiement en X fois à ses clients, n'est pas encore dans le périmètre d'Anacrédit. Voilà. D'introduction et les équipes compliance avant-vente, eh bien, nous faisons au quotidien auprès des clients de partager notre vision. Donc, ce qu'on a partagé aujourd'hui sur Anacrédit, on le fait sur la loi Sapin 2, ça ne concerne pas forcément, FCBLT bien sûr, tout ce qui est processus, conformité, compliance. On le fait avec Marion, et puis bien sûr, avec nos équipes commerciales, vous avez toutes les réponses, en tout cas tarifaires, sur la mise en place de cette solution. Nos coordonnées, vous les voyez à l'écran. Vous pouvez bien sûr nous contacter directement, aller sur Altares, le site, pour pouvoir contacter nos équipes commerciales. Je vous remercie. Merci Damien pour la technique, c'était super apparemment. Juste une petite précision. Vous inquiétez pas, vous allez recevoir la présentation par email. Voilà. Vous aurez tous les éléments à votre disposition. Super. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Merci bien, bonne journée à tous, et puis à la prochaine fois sur d'autres webinars sur Anacrédit, sur la conformité, sur d'autres thèmes autour de la data. Merci bien.